Retailleau qui répond. Allez, William Tay. Bruno Retailleau a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de s'éloigner le plus possible du macronisme. On voit bien que dans les dernières enquêtes d'opinion, il y a deux choses qui lui sont reprochées. L'impuissance de son action publique au sein du ministère où il n'arrive pas à obtenir des résultats qui sont tangibles. Et deuxième point, c'est qu'il veut se détacher du macronisme, mais quand même sur un mode assez vieillissant. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez les enquêtes d'opinion, Emmanuel Macron n'a jamais été aussi impopulaire depuis qu'il arrivait à l'Élysée en 2017. Même si on va plus loin, dans le dernier baromètre IFOP, il est le président le plus impopulaire de l'histoire, juste derrière François Hollande. Donc vous avez un pouvoir qui est en fin de course, un pouvoir qui est rejeté électoralement et dans les enquêtes d'opinion, et Bruno Retailleau qui espère éventuellement s'installer et remplacer Emmanuel Macron, n'a aucun intérêt à couler avec le bateau qui coule. Et en fait, il a deux choix. Soit il commence à quitter le navire, et c'est ce qu'il commence à faire, soit il joue une dernière partition avec Emmanuel Macron, comme les violonistes au sein du Titanic. Et visiblement, ce n'est pas le rôle qu'il veut emprunter. Ouais, alors vraiment. Oui, je pense que très clairement, il veut parler à l'électorat du Rassemblement national pour différentes raisons. La première, c'est qu'en fait, tout ce qu'il y a à peu près à récupérer au sein des électeurs d'Emmanuel Macron, qui avait choisi Emmanuel Macron en 2022, est en train de petit à petit de revenir au sein des Républicains. Quand vous regardez les dernières enquêtes d'opinion, notamment en cas d'élection législative anticipée, donc en cas de dissolution, on voit bien que LR est en train de rééquilibrer le jeu avec Renaissance, donc ils ont récupéré au maximum de ce qu'ils pouvaient récupérer. Si LR veut se qualifier au deuxième tour de l'élection présidentielle, donc Bruno Retailleau veut se qualifier, il doit obtenir entre 5 à 10 points supplémentaires. Et pour ça, en fait, il ne peut pas les récupérer uniquement auprès des électeurs d'Emmanuel Macron, il doit les récupérer auprès des électeurs du Rassemblement national. Or, ceux-là votent principalement pour Marine Le Pen et pour Jordan Bardella parce qu'elle est contre Emmanuel Macron. Et Antoine l'a raconté, en fait, il y a très peu de cas auxquels une majorité se succède à elle-même dans l'histoire de la Ve République. Évidemment, vous avez l'épopée gaulliste, mais il n'est pas général de Gaulle qui veut. Donc, quand vous regardez les autres successions, à chaque fois, c'est une majorité parlementaire différente de la précédente qui s'est fait élire. Par exemple, si vous prenez le 2 septembre François Mitterrand, ils ont été interrompus à chaque fois par une victoire de la droite aux élections législatives, de la même manière que Jacques Chirac avait perdu en 97. Donc, pour succéder à Emmanuel Macron, il prend deux exemples. C'est Nicolas Sarkozy qui avait réussi à succéder à Jacques Chirac, mais Nicolas Sarkozy s'est fait élire dans la rupture avec Jacques Chirac en disant que c'était un roi fainéant et que lui était un président hyperactif, c'est ce qui avait donné l'hyperprésidence. Et Emmanuel Macron s'était fait élire en opposition à François Hollande, disant qu'il allait restaurer la verticalité de l'État, alors qu'Hollande apparaissait comme un président plutôt laxiste et plutôt impuissant, le président jupitérien face au président normal. Président normal, tout à fait. Antoine, et donc là, oui. à peu près ce qu'il veut faire Bruno Retailleau, c'est de montrer très clairement, c'est qu'il dit que en même temps c'est l'impuissance et que lui incarnerait le déverrouillage de l'action publique. Cette stratégie dont nous parlait, il n'y a pas de cacophonie au gouvernement, mais il y a juste de la polyphonie et différentes voix qui se font entendre. William Tay, ou finalement, est-ce que c'est pas un peu dissonant tout ça? En fait, Sophie Primas a un rôle particulier, c'est qu'elle est porte-parole du gouvernement, mais elle est très proche de Gérard Larcher, donc très proche des Républicains du Sénat, elle-même étant sénatrice des Yvelines, donc elle est implicitement très proche de Bruno Retailleau et donc défend à la fois le gouvernement, mais défend aussi Bruno Retailleau. Et ce qu'on comprend très clairement, c'est qu'elle donne la position à peu près des Républicains et du gouvernement. La position des Républicains est la suivante, c'est qu'ils considèrent, eux, qu'ils ne sont pas dans une alliance avec Emmanuel Macron, c'est qu'ils ont été obligés de venir au gouvernement pour éviter que la France tombe dans les mains de la France insoumise. Et c'est ça qui justifie le fait que les LR montent au gouvernement et que Michel Barnier, à l'époque, devienne Premier ministre et que Bruno Retailleau reste ministre de l'Intérieur. Et que s'il n'y avait pas cette problématique-là, il y aurait de fortes raisons pour lesquelles il partirait parce que les désaccords avec le reste de la Macronie sont très importants. Rien ne les y a contraints en même temps. Ce qu'elle dit, en tout cas, ce qu'elle dit très clairement, c'est que, un, c'est ce point-là qui est important. Deux, c'est une question de solidarité, mais quand elle parle de solidarité, elle ne parle pas de solidarité gouvernementale au niveau global, elle parle uniquement de la question du budget. C'est-à-dire que le fait que la France est un budget. Donc on voit bien très clairement que les lignes entre la Macronie et les Républicains commencent à se séparer petit à petit et qu'on se prépare dans les mois à venir, dans les semaines à venir, à une séparation, en tout cas un affrontement très fort au sein du bloc central entre les Républicains portés par Bruno Retailleau et Renaissance avec les héritiers d'Emmanuel Macron. C'est ça, on a commun plutôt que de jouer la dissension. En fait, les Républicains sont dans une position avec Renaissance où ils sont concurrents de Renaissance, mais en même temps, ils sont solidaires. Pourquoi est-ce qu'ils sont les deux d'un coup? Parce que si le gouvernement tombe, les deux, ils perdront électoralement. Et on voit bien que depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, les intentions de vote du bloc central et du socle commun sont en train de baisser dans l'hypothèse d'une dissolution et de prochaines élections législatives anticipées. Donc, si le gouvernement continue à tomber de cette manière-là, ils perdront tous les deux. Par contre, les Républicains, je pense que petit à petit, en tout cas, eux se sentent dans les déclarations qu'on voit, et de Sophie Primas et de Bruno Retailleau, qui se sentent otages d'une situation. Pourquoi? Parce que si on se rappelle et qu'on refait le film il y a un an, Laurent Wauquiez devient président du groupe des Républicains, et très clairement, il ne veut pas rentrer dans la coalition gouvernementale. C'est la menace de Lucie Castet, plus l'entrée de Michel Barnier, qui oblige Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau à monter au gouvernement. Enfin, Laurent Wauquiez pas monter, mais Bruno Retailleau à monter au gouvernement. Et cette situation-là,
Je pense qu'ils en ont tiré le max possible. Ils ne peuvent pas retirer beaucoup plus d'électeurs ou beaucoup plus d'intentions de vote que ça. La seule question, c'est comment ils font pour présenter aux Français leur départ. S'ils partent maintenant, ils auraient l'impression de laisser abandonner le... Oui, en termes d'image, ça peut être désastreux. En fait, ils ne peuvent pas faire tomber le gouvernement maintenant parce qu'il y a le vote du budget. Par contre, entre le budget et les municipales, peut-être que là, vous avez une fenêtre de tir avec une question qui est très simple. J'ai lu notamment un article qui disait que Bruno Retailleau voulait une vague bleue aux municipales. Il y a une règle qui est très claire aux élections municipales. Jamais un parti au pouvoir n'a gagné les élections municipales. Donc, si LR veut gagner les élections municipales, ils n'ont aucun intérêt à rester au gouvernement. D'accord. Donc, ça risque pas de jouer contre lui, contre son image. Tout le monde fait un calcul politique. Oui, bien sûr. Mais même, il y a deux questions à l'intérieur. C'est l'intérêt de Bruno Retailleau et l'intérêt des Républicains. Les Républicains, dans leur ensemble, comme parti politique, ont intérêt à rester. Bruno Retailleau, pour être candidat à l'élection présidentielle, a de moins intérêt à rester. Parce que quand on regarde, on voit très clairement qu'il a eu une dynamique dans les intentions de vote, une dynamique également en termes de popularité, et que depuis 1 ou 2 mois, donc depuis son accession à la présidence des Républicains, il a un petit effondrement, notamment qui est porté sur un point dans toutes les enquêtes qualitatives, c'est qu'il est incapable d'avoir des actions concrètes sur l'Algérie, sur l'immigration, sur la sécurité. Et au vu de la coalition parlementaire, il ne peut pas en avoir. Ensuite, après, les Républicains, dans leur ensemble, progressent dans les intentions de vote depuis qu'ils sont au gouvernement, notamment parce qu'ils attirent une partie des électeurs de Macron à eux. Mais dans le même temps, ça ne suffira pas et ont besoin à la fois de garder les électeurs de Macron le plus longtemps possible, tout en préparant l'arrimage et le siphonnage éventuel des électeurs du Rassemblement national. Donc la question, c'est plutôt une question d'opportunité, de fenêtre de tir. Je dirais que c'est entre la fin d'année et juste après les élections municipales ou avant l'été. Ça se joue à peu près dans cette fenêtre de tir-là. Stratégie qui est de plus en plus employée dernièrement. Moi, je résumerais ça de façon la manière suivante, parce qu'on a déjà été interrogé sur la question sur Marine Le Pen, c'est est-ce que ça rapporte électoralement ou pas? Sur le plan judiciaire, en fait, je ne sais pas, parce que c'est une stratégie de défense judiciaire. Sur la stratégie politique, il n'y a qu'une seule personne qui a réussi à gagner des intentions de vote en incriminant la justice et en se faisant passer pour une victime, c'est Donald Trump lors de la primaire républicaine. Mais c'était porté uniquement sur l'électorat des républicains, donc plutôt convaincu, et ça le fait perdre des voix auprès des indépendants, donc auprès des électeurs modérés. Donc vous solidifiez votre bloc électoral, mais vous perdez auprès de l'électorat que vous voulez élargir. Dans le cas de Rachida Dati, moi je pense que politiquement c'est une mauvaise stratégie, parce qu'en fait à Paris, sociologiquement, la ville est de gauche. Au centre-gauche, ça dépend de comment vous vous placez. Mais pour sa campagne pour la mairie de Paris. Sa campagne pour la mairie de Paris. Elle veut devenir maire de Paris, c'est un secret pour personne. Son bloc électoral est déjà bétonné. Dans toutes les enquêtes d'intention de vote, depuis 3 ans, il est toujours entre 30 et 35%. Donc son objectif à elle, c'est de faire diminuer, de provoquer un vote utile des électorats plus à droite, donc notamment celui de Thierry Mariani, plus ensuite après décrocher une partie des électeurs de gauche qui auraient peur de la rhétorique, notamment des insoumis. Or, vous ne pouvez pas dire à l'électorat de centre-gauche « Faites attention, les insoumis se comportent dans une ZAD, se comportent mal au sein de l'Assemblée nationale », mais dans le même temps, vous vous comportez de la même manière. Je pense que c'est ça, sa faiblesse électorale, et je pense que c'est là où elle fait un trou, elle fait une erreur tactique et politique, alors que c'est plutôt bien comporté. Antoine